Dans un monde marqué par les tensions géopolitiques, le conflit en Ukraine reste au cœur des préoccupations. Alors que l'Europe et l'Occident s'interrogent sur la voie à suivre, Viktor Orban, Premier ministre hongrois, propose une perspective audacieuse et controversée. Dans cette interview exclusive, il appelle à un cessez-le-feu immédiat et à des négociations russo-américaines pour mettre fin à une guerre qu'il juge destructrice, non seulement pour l'Ukraine, mais aussi pour l'économie européenne. Critiquant l'escalade soutenue par Bruxelles et certains leaders occidentaux, Orban défend une Hongrie qui privilégie la paix et la souveraineté nationale tout en fustigeant l'influence de figures comme George Soros et la bureaucratie de l'Union européenne. De son passé de combattant anticommuniste à sa vision d'une Europe des nations, Orban ne mâche pas ses mots et divise autant qu'il fascine. Alors, est-il un pragmatique visionnaire ou un provocateur isolé? Et vous, que pensez-vous qu'il faut pour éviter une catastrophe économique et humaine? Écoutez cette discussion et partagez votre avis. Tout d'abord, clarifions ce que signifie être une figure polarisante, si c'est une bonne ou une mauvaise chose. À mon avis, c'est une bonne chose. L'essence de la démocratie réside dans l'existence de différences d'opinions. Si nous ne polarisons pas les opinions, comment pourrions-nous les débattre? D'accord, à la fin, il faut trouver un moyen de s'entendre pour le bien de la patrie, pour le bien du gouvernement, pour la paix et le bien commun. Mais cet accord ne peut être atteint que par le débat. Ainsi, pour une oreille hongroise, être une figure controversée n'est pas négatif, mais plutôt un corollaire de la démocratie. D'accord. Donc, je comprends peut-être votre question comme suit. Comment suis-je devenu connu en Amérique? Eh bien, ce sont mes ennemis qui ont fait ma propagande. J'ai des adversaires américains très puissants qui ont pensé qu'il fallait pointer du doigt publiquement et me désigner comme quelqu'un qui représente quelque chose de mauvais. Cela a atteint son apogée en 2015-2016, lors de l'énorme vague migratoire en Europe. J'ai été le seul à dire qu'il fallait arrêter la migration aux frontières de la Hongrie. Puis j'ai été le seul à dire que ces migrants ne venaient pas d'eux-mêmes, qu'ils étaient organisés, financés. Derrière tout cela, il y a une structure économique. Et derrière cette structure, il y a l'empire Soros, le réseau Soros qui a ouvertement admis, dans un article publié, vouloir faire venir 1 million de migrants en Europe chaque année. J'ai pointé cela du doigt, je l'ai nommé et je m'y suis opposé. Et c'est ce qui m'a rendu célèbre. Voilà mon histoire. Oui, c'est bien la situation. Il y a une chose que Soros et moi avons en commun. Nous sommes tous deux Hongrois. Donc c'est aussi un combat hongrois, une lutte intestine. Mais George Soros a dépassé la Hongrie. Il est devenu l'un des plus grands spéculateurs financiers et hommes d'affaires du monde. Et il a décidé, ce que nous comprenons, que les affaires et l'argent ne suffisent pas. C'est une pensée très hongroise que de vouloir quelque chose de plus que l'argent et le pouvoir, quelque chose d'autre. Et lui est devenu une sorte de gourou du monde de gauche, quelqu'un qui perçoit les grandes connexions, qui dessine une vision, qui montre la voie à suivre. Comment créer un monde meilleur? Comment nous, humains, pouvons devenir meilleurs? Donc il avait des aspirations de gourou. Et comme il avait énormément d'argent, quand un gourou a beaucoup d'argent, il ne se contente pas d'écrire des livres. Il commence à intervenir dans les affaires. George Soros est devenu l'un des acteurs politiques les plus importants au monde. Mais avant moi, personne n'osait le dire. On disait que c'était un homme formidable, qui donnait des sommes énormes pour des causes morales fantastiques, le meilleur philanthrope qui ait jamais existé, un homme bon. Mais ce n'est pas vrai. J'ai dit que ce n'était pas le cas, qu'il donnait de l'argent pour de mauvaises causes, à de mauvaises personnes, et que ce n'était pas bien, qu'il fallait lutter contre cela. Et c'est tout simplement cette histoire qui m'a propulsé dans l'intérêt mondial, dans l'espace des débats internationaux, où l'on prête attention à ce que je dis. Sinon, personne ne s'y intéresserait. Nous parlons d'un pays de 10 millions d'habitants, avec une petite armée, un PIB qui n'est pas immense. Donc,
L'influence que nous avons et l'attention qu'on nous porte sont totalement disproportionnées. En réalité, c'est le combat et le contenu intellectuel et excitant de notre lutte qui ont placé la Hongrie sur la carte de l'intérêt politique américain. Quand on m'attaque, ma méthode est d'abord de comprendre pourquoi on m'attaque. Une fois que j'ai compris, je réponds. Car généralement, on ne m'attaque pas pour les raisons qu'on avance. C'est fréquent dans la politique moderne. On m'attaque parce qu'il y a une bataille en cours, une bataille cachée, ou visible pour les esprits éclairés, pour l'âme du monde occidental. D'un côté, il y a ceux qu'on appelle les progressistes de gauche, qui veulent dépasser les cadres traditionnels comme le christianisme, l'héritage culturel judéo-chrétien, la nation, Dieu, la patrie. Ils veulent aller au-delà, vers quelque chose de nouveau. Et puis, il y a nous, ceux qui appartiennent aux communautés traditionnelles, qui voulons préserver la famille, Dieu, la patrie, le respect, le bon sens. C'est une bataille. En réalité, c'est une bataille pour l'âme du monde occidental. Et quand les progressistes de gauche m'attaquent, ce n'est pas pour ce qu'ils disent, mais parce que j'appartiens à l'autre camp. J'appartiens au monde conservateur, au monde de droite, au monde patriotique. Peu importe de quoi ils m'accusent, ils doivent m'attaquer continuellement. C'est la logique de ce combat. C'est pourquoi ce qu'ils disent m'intéresse moins que la raison pour laquelle ils le disent. Ce qu'ils disent est divertissant. Par exemple, ce qui est le plus drôle, c'est quand ils nous accusent d'un manque de démocratie. Je suis un combattant de la liberté, un combattant de rue. Je viens de la résistance anticommuniste. J'ai commencé en politique dans un mouvement étudiant anticommuniste semi-légal. Nous nous sommes battus pour renverser les communistes, pour mettre fin à la dictature communiste, pour chasser les troupes soviétiques de Hongrie, pour retrouver la démocratie et l'indépendance. C'est pour cela que je me suis battu. Ceux qui me critiquent sont des gens chanceux, nés dans une démocratie, aux États-Unis ou en Allemagne. Ils n'ont aucune idée de ce que c'est que de lutter pour la démocratie. Ils n'ont jamais vécu sous une dictature. Ils n'ont jamais combattu une dictature. Et maintenant, ils se comportent comme s'ils étaient les plus grands démocrates. Non. Les vrais démocrates, ce sont nous, en Europe centrale, qui avons lutté pour la liberté, pour la démocratie. C'est pourquoi nous rions de ces critiques. De plus, j'ai passé 16 ans dans l'opposition. C'est vrai, j'ai passé 20 ans au pouvoir en tant que Premier ministre, mais j'ai aussi servi 16 ans dans l'opposition. J'ai perdu, j'ai gagné, j'ai reperdu, je suis revenu. J'ai tout fait, contrairement à ceux qui parlent de démocratie. Donc c'est assez amusant. Je ne prends pas ces critiques au sérieux, mais je prends acte du fait que la Hongrie a atteint un niveau d'attention où la gauche internationale nous considère comme un adversaire et nous attaque, parce que nous sommes, de leur point de vue, un mauvais exemple, et du point de vue de la droite, un bon exemple. Nous préservons le christianisme, les traditions chrétiennes, nous protégeons la famille traditionnelle, nous avons arrêté les migrants. Au lieu d'aide sociale, nous donnons du travail aux gens. Nous croyons en une économie basée sur le mérite. Nous soutenons les investissements, les entreprises, pour que les gens soient libres et que l'économie soutienne leur liberté. Et notre plus grand péché, c'est non seulement de dire et de faire cela, mais d'être aujourd'hui performants. Pas seulement parce que nous sommes au pouvoir depuis 20 ans, mais parce que la réalité s'est transformée, et la vie, la liberté, le respect, la culture et les résultats économiques en Hongrie ont créé en 16 ans une nouvelle qualité. La Hongrie n'est pas seulement différente, pas seulement un maverick, pas seulement une île étrange, pas seulement une île conservatrice différente, mais la Hongrie est aussi un pays qui réussit. Comprenons ce phénomène dont nous parlons car derrière ce sujet, il y a une restructuration, une réorganisation de la politique européenne. Qui étaient les acteurs politiques en Europe auparavant? Eh bien, il y avait les électeurs et les dirigeants qu'ils élisaient. Ces dirigeants, nous les connaissions. C'étaient des gens sérieux, de grands noms, et nous savions qu'ils étaient derrière les décisions.
de vrais leaders. Helmut Kohl, Chirac, peu importe qu'on les aime ou non, Tony Blair, c'étaient des dirigeants sérieux. Aujourd'hui, nous oublions vite les noms des dirigeants. En réalité, ce qui s'est passé, c'est que les acteurs politiques vraiment significatifs ne sont plus les dirigeants politiques, mais une zone grise s'est créée entre les électeurs et les dirigeants politiques. Vous êtes dans cette zone grise, où l'on façonne l'opinion publique, où il y a des influenceurs, où l'on influence l'opinion. Un nouveau monde est apparu, capable d'influencer la politique. Un monde créé par le développement technologique. Car j'ai immédiatement accès à vous dans ma poche, je vous vois dans votre émission. Cette influence a grandi, et votre rôle a énormément grandi. Ainsi, quand nous parlons de politique, nous ne parlons plus seulement des politiciens, mais aussi de cette zone autour de la politique, qui façonne l'opinion publique avec plus de force que les politiciens eux-mêmes. C'est un nouveau phénomène, et c'est un défi pour notre métier. En Europe, à cause de ce phénomène, les vrais leaders disparaissent lentement. Nous avons des dirigeants interchangeables, qui vont et viennent, contrairement aux grandes figures d'autrefois. Ce n'est pas un hasard si de nouveaux héros ou figures comparables à ces grandes personnalités n'apparaissent plus. Car la structure de la politique a changé. Nous devons prendre cela au sérieux. Et la question n'est pas seulement de savoir si certains politiciens ont été achetés de l'étranger, ce qui serait de la trahison, mais aussi de savoir qui, dans cette zone autour du monde politique, façonne l'opinion publique. Vous, qui êtes-vous? Êtes-vous de gauche, de droite, patriote ou non? Vous n'êtes pas simplement des outils neutres qui aident les gens à découvrir des opinions. Vous avez un impact sur les gens. Et quand je vois que des personnes influentes en Hongrie sont financées de l'étranger, par exemple par le réseau Soros, par Bruxelles, ou par des sources américaines occultes, je me dis que c'est un problème, un danger. Il y a des gens qui influencent les affaires hongroises, la pensée publique hongroise, et quelqu'un d'autre les paie. Ce n'est pas acceptable. Il faut rendre cela transparent. Il faut le transformer. C'est pour cela que je me bats, pour que chaque Hongrois sache exactement qui parle dans l'espace politique. Pourquoi ils font ce qu'ils font, pourquoi ils disent ce qu'ils disent, qui les paie. Suis l'argent. C'est la règle la plus importante en démocratie. Si tu veux comprendre ce qui se passe, suis l'argent. Qui paie qui et pourquoi? Dans ce monde, la transparence est très difficile à obtenir car les progressistes de gauche se cachent dans cet espace. Ils disent qu'ils sont indépendants, impartiaux, mais ils opèrent dans cet espace. Ils sont financés de l'étranger, ils sont en réseau, ils organisent des actions de désinformation contre les gouvernements qu'ils n'aiment pas. Ils orchestrent de grands mouvements, les révolutions oranges, les révolutions colorées. C'est pourquoi il faut prendre ce monde au sérieux et trouver une réglementation moderne qui garantisse à la fois la liberté d'expression et exclut la manipulation. Bruxelles est une bête étrange. Pour les Américains, c'est difficile à comprendre. C'est quelque chose qui est né sain et qui s'est ensuite déformé, qui a évolué dans une mauvaise direction. Bruxelles et l'Union européenne étaient censés permettre aux États européens de s'unir pour exclure les guerres, pour apporter la paix sur le continent. Le continent européen a été dévasté par les guerres à plusieurs reprises. La paix est la chose la plus importante. Créons un continent sûr. Nous pourrons nous déplacer librement, interagir, commercer, investir. À la sécurité s'ajouterait la prospérité et le développement. C'était l'idée, et les États membres devaient coopérer tout en préservant leur identité nationale. C'était une idée fantastique. Mais ensuite, la bureaucratie bruxelloise a commencé à croître. Aujourd'hui, Bruxelles n'est plus un centre de coordination du travail des États membres, un centre de service, mais un centre de pouvoir. Il a pris une vie propre. C'est un véritable Frankenstein qui s'est réveillé. Et maintenant, il construit un empire. Il crée même sa propre identité, considérant les identités nationales comme des ennemis.
en prenant des compétences aux États membres, en s'appropriant chaque année de nouvelles compétences. Toujours plus d'union, disent-ils, ce qui signifie donner toujours plus de compétences de votre souveraineté nationale au centre bruxellois. Auparavant, le pouvoir était principalement aux mains des États-nations, avec peu à Bruxelles. Aujourd'hui, c'est l'inverse. C'était pareil avec la migration. Il n'était pas question que quelqu'un, par exemple à Bruxelles, dise aux Hongrois qu'ils doivent laisser entrer des migrants. Aujourd'hui, c'est ce qui se passe. Imaginez, nous protégeons nos frontières. Nous ne laissons entrer personne. On ne peut entrer dans le pays qu'avec une autorisation. Sans autorisation, c'est un délit. Donc, nous nous protégeons, mais nous protégeons aussi l'Europe. Et que fait Bruxelles? Ils nous infligent une amende d'1 million de dollars par jour, parce que nous protégeons nos frontières. Chaque jour, ils nous prennent 1 million d'euros. C'est de ce danger dont je parle. Ce centre impérial bruxellois est le danger. Quand nous parlons de Bruxelles, il faut comprendre que nous soutenons la coopération européenne, mais pas la construction d'un empire qui se déroule actuellement à Bruxelles, qui nous tue, qui tue nos États-nations, qui centralise tout, qui nous prive de notre liberté. En ce qui concerne l'Ukraine, c'est une question très difficile. Avant la guerre russo-ukrainienne, le monde était ainsi. Il y avait les Russes, avec leur immense puissance militaire et nucléaire. La frontière orientale de la Hongrie, de la Pologne, de la Roumanie, c'était la frontière de l'OTAN, avec son énorme puissance militaire et nucléaire. Et entre les deux, il y avait une zone tampon appelée Ukraine. Les deux parties pensaient que cette zone tampon était une bonne chose, car si les Russes voulaient nous attaquer, ils devraient d'abord passer par l'Ukraine. Si l'OTAN voulait attaquer la Russie, il faudrait passer par l'Ukraine. Les deux parties disaient que c'était bien. Bien sûr, chacun voulait exercer une influence. Il y avait toujours des tensions. Je me souviens bien, il y a 10 ou 15 ans, l'Occident voulait gagner de l'influence à Kiev. Les Russes aussi. Mais cela ne changeait pas l'essentiel. Une sorte de situation de zone tampon s'était établie. Puis, les Occidentaux et les Ukrainiens l'ont accepté, ont décidé que l'Ukraine ne devait pas être une zone tampon, mais qu'elle devait s'intégrer aux structures occidentales, à l'économie occidentale, à la sécurité occidentale, à l'OTAN, aux marchés occidentaux. Ils ont commencé à armer l'Ukraine, pensant qu'une intégration progressive de l'Ukraine, probablement soutenue par le peuple ukrainien, apporterait plus de sécurité à l'Europe. Mais cette idée reposait sur l'hypothèse que les Russes l'accepteraient. Les Russes ont dit à l'avance qu'ils ne l'accepteraient pas, car cela signifierait qu'une Ukraine armée par l'Occident, intégrée ou non à l'OTAN, mais de facto intégrée dans ses structures, apparaîtrait à la frontière de la Russie. Ils ont dit qu'ils ne le toléreraient pas. Et puis le problème est survenu car le président des États-Unis s'appelait Joe Biden. C'était le problème. Si un président sérieux comme le président Trump avait été à la tête des États-Unis, il aurait pris au sérieux ce que les Russes disaient. Il aurait évité la guerre en disant « Écoutez, nous allons vers un conflit, évitons-le. Asseyons-nous, négocions, discutons, ne laissons pas la guerre éclater. » Le président Trump en aurait été capable, mais malheureusement, les démocrates ne l'étaient pas. Au contraire, ils ont plongé dans cette guerre. Les Russes ont attaqué l'Ukraine illégalement, contrairement aux règles du droit international. C'est la situation. Ensuite, nous n'avons pas cherché à désamorcer l'escalade, mais au contraire, l'administration américaine et les politiciens européens ont parlé en faveur de l'escalade. Plus de guerre, encore plus de guerre. Que l'Ukraine gagne cette guerre. Nous, Hongrois, avons dit que cela causerait des problèmes, car cela ramènerait la guerre en Occident. Isolons le conflit, séparons-le, désamorçons-le, asseyons-nous, négocions, et créons une paix ou un cessez-le-feu. C'était notre position. Seuls nous et le Vatican l'avons dit, et jusqu'à ce qu'il y ait un changement à la présidence américaine et le retour du président Trump,
nous étions seuls. Maintenant, les Américains sont aussi du côté de la paix, et un ou deux pays européens aussi. Mais la majorité des États de l'Union européenne veulent encore poursuivre la guerre. Mon opinion est qu'il faut un cessez-le-feu et la paix, et nous devons admettre que l'intégration de l'Ukraine dans les systèmes économiques et militaires occidentaux a échoué. Nous avons perdu cette guerre. Il faut s'asseoir et discuter de l'avenir, revenir à la conception de la zone tampon qui existait avant la guerre, où il y a une zone entre l'OTAN et la Russie qui garantit la paix à la fois pour l'OTAN et pour les Russes. C'est dans cette direction qu'il faut aller. De plus, il y a un autre problème. Cette guerre détruit l'économie européenne. Elle coûte énormément d'argent. Les Ukrainiens n'ont pas d'argent, pas un centime. Nous les soutenons. Sans nous, ils ne pourraient pas payer les retraites, les salaires des médecins, des enseignants. L'État ukrainien n'existe pas sans nous. Nous le finançons. L'armée ukrainienne n'existe pas sans nous non plus. Toute l'armée ukrainienne est soutenue par les Américains et les Européens. Maintenant, les Américains se retirent, et ce sont de plus en plus nous, Européens, qui allons devoir la soutenir. Cela coûte une fortune, et pendant ce temps, la guerre et les sanctions, car l'énergie russe a été mise sous sanctions, ont détruit l'économie européenne. L'inflation a explosé, les prix de l'énergie ont grimpé en flèche. Aujourd'hui, nous payons 2 fois plus pour l'électricité que vous, et 4 fois plus pour le gaz qu'une entreprise américaine. Notre compétitivité est ruinée, nous nous sommes sabordés. Et en même temps, les marchés d'exportation importants pour la Hongrie, qui sont dans l'Union européenne, s'affaiblissent économiquement parce que l'argent est envoyé en Ukraine. La demande diminue, nous vendons moins de produits fabriqués ici. Nous avons perdu les marchés, les prix de l'énergie ont explosé, c'est une catastrophe économique pour l'Europe. C'est pourquoi il faut arrêter au plus vite et conclure la paix au plus vite. La Hongrie a toujours eu cette position. Comme pour la migration, au début, seuls les Hongrois disaient qu'il fallait la paix. C'est difficile à croire, mais avant le président Trump, dire « paix » en Europe était l'expression la plus provocatrice. Quand je disais que j'étais du côté de la paix, du côté du cessez-le-feu, on me regardait comme un taureau regarde un chiffon rouge. Imaginez, l'Europe, l'Union, créée pour la paix, a commencé à punir les politiciens comme moi qui plaidaient pour la paix. C'est absurde, insensé. C'est pourquoi toute la Hongrie soutient Donald Trump et les Américains pour qu'ils réussissent à instaurer la paix. J'ai une opinion particulière à ce sujet. Il est naïf de penser que des négociations russo-ukrainiennes mèneront à la paix. Je le dis par expérience. À l'été 2024, quand la Hongrie a pris la présidence de l'Union européenne pour 6 mois, j'ai commencé par me rendre à Kiev, puis à Moscou, ensuite à Pékin, et enfin à Mar-a-Lago. J'ai parlé à tout le monde. J'ai parlé avec Zelensky à Kiev et avec Poutine à Moscou. Et d'après mon expérience, si nous comptons sur ces 2 personnes pour instaurer la paix, il n'y aura jamais de paix. Donc, la voie vers la paix ne passe pas par des négociations russo-ukrainiennes. La voie vers la paix passe par des négociations russo-américaines. Quand il y aura des négociations entre les Américains et les Russes, il y aura la paix. La question de savoir si les Ukrainiens doivent être impliqués à un moment donné et comment est importante. Mais c'est un détail. La paix ne peut être instaurée que par les Américains en négociant avec les Russes. C'est la clé de la situation. Ce sont des questions techniques importantes, mais l'essentiel est que tout le monde doit admettre que cette guerre ne peut pas être gagnée sur les lignes de front. Il n'y a pas de solution là-bas. Mais nous n'en sommes pas encore là. Les Russes pensent qu'ils peuvent gagner cette guerre sur le front. Les Ukrainiens m'ont dit la même chose quand j'étais chez eux. Les Européens pensent la même chose. La seule personne qui pense qu'il est inutile de penser à gagner la guerre, c'est le président des États-Unis. C'est le problème. Les autres, non. Pour moi, le plus important serait que les Européens se rallient au président Trump.
Aujourd'hui, les Européens ne soutiennent pas l'initiative de paix du président américain. Les Européens veulent la guerre. Ils veulent continuer la guerre. Ils convainquent l'Ukraine de ne pas négocier, de ne pas conclure de cessez-le-feu, mais de poursuivre la guerre. Et ils essaient de ramener le président américain de la position de paix à une position guerrière. C'est ce qui se passe. Donc, le plus important serait que l'Occident soit uni et soutienne ensemble le président américain. Cela nous rapprocherait de la paix. Ensuite, nous verrons. En politique, il est aussi très important de ne pas trop planifier à l'avance. Comme nous disons, il faut parfois laisser une chance à la vie. Il ne faut pas tout prévoir. Garde l'objectif principal en tête et avance vers ce point. Ensuite, les autres choses se dévoileront. Aujourd'hui, l'affirmation fondamentale selon laquelle il n'y a pas de solution à la guerre sur le front et qu'il faut donc un cessez-le-feu n'est pas encore reconnue. Les parties opposées, même si elles parlent de cessez-le-feu, ne le pensent pas sérieusement. En réalité, les Russes veulent atteindre les lignes qu'ils ont désignées, les frontières des 4 régions dont ils ont décidé l'occupation. Les Ukrainiens, eux, veulent continuer la guerre, espérant qu'en échange de la poursuite de la guerre, ils recevront de l'argent, des armes, de la technologie, de la reconstruction et encore plus d'argent de l'Europe et peut-être de l'Amérique. Orban se présente comme un pragmatique défendant la souveraineté nationale et les valeurs traditionnelles dans un Occident qu'il juge divisé par une bataille pour son âme. Le conflit ukrainien domine l'interview où il appelle à un cessez-le-feu immédiat et à des négociations russo-américaines, estimant que des discussions directes entre la Russie et l'Ukraine sont vouées à l'échec. Il critique l'intégration de l'Ukraine dans les structures occidentales, OTAN, UE, qu'il considère comme une provocation ayant déclenché la réaction russe et regrette l'absence d'un leadership fort comme celui de Donald Trump, capable d'éviter l'escalade. Orban souligne les conséquences économiques dévastatrices de la guerre pour l'Europe, notamment l'inflation, la hausse des coûts énergétiques et la perte de compétitivité due aux sanctions contre la Russie. Il insiste sur la dépendance financière de l'Ukraine vis-à-vis de l'Occident, affirmant que sans ce soutien, l'État et l'armée ukrainiens s'effondreraient. Sa vision d'une solution repose sur le retour à une zone tampon entre la Russie et l'OTAN, comparable à la situation pré-conflit, et il compare l'issue potentielle à celle de la guerre de Corée, avec un gel des lignes de front plutôt qu'une paix négociée. Concernant l'UE, Orban dénonce sa transformation en un empire bureaucratique qui menace la souveraineté des États membres. Il critique les sanctions financières imposées à la Hongrie pour sa politique migratoire, comme l'amende quotidienne d'1 million d'euros pour la protection de ses frontières, qu'il juge absurde. Il soutient une coopération européenne mais rejette la centralisation des pouvoirs à Bruxelles, qu'il compare à une créature Frankenstein échappant au contrôle des nations. Sur le plan idéologique, Orban revendique la polarisation comme essentielle à la démocratie, permettant le débat et le compromis. Il rejette les accusations de déficit démocratique, mettant en avant son passé de résistant anticommuniste et son expérience en tant qu'opposant et dirigeant. Il présente la Hongrie comme un modèle conservateur réussi, combinant protection des traditions, politique pro-travail et croissance économique, ce qui attire l'attention internationale malgré la taille modeste du pays. Orban aborde également l'influence croissante des médias et des ONG, souvent financés par des intérêts étrangers comme Soros ou Bruxelles, qu'il accuse de manipuler l'opinion publique. Il plaide pour une transparence accrue, estimant que suivre l'argent est crucial pour comprendre les dynamiques politiques modernes. Ses stratégies rhétoriques sont multiples. Il utilise un ton direct et provocateur, notamment lorsqu'il critique Soros ou l'UE pour capter l'attention et mobiliser son audience conservatrice. Il se positionne comme un outsider face à l'establishment occidental, tout en revendiquant une légitimité historique issue de son combat anticommuniste. L'emploi de métaphores, comme la bataille pour l'âme de l'Occident, ou l'UE comme Frankenstein, renforce l'impact émotionnel de son discours. En parallèle, il adopte un ton pragmatique sur l'Ukraine, insistant sur les coûts économiques pour l'Europe, ce qui peut séduire un public préoccupé par les questions matérielles. Enfin, il s'appuie sur des références à Donald Trump, qu'il présente comme un leader capable de ramener la paix pour aligner son discours sur les sensibilités conservatrices américaines. Les implications de ces propos sont significatives.
Sur l'Ukraine, sa position pro-paix, bien que séduisante pour certains, peut être perçue comme une capitulation face à la Russie, ce qui le place en opposition avec la majorité des leaders européens soutenant un effort militaire prolongé. En insistant sur des négociations russo-américaines, il marginalise l'Ukraine comme acteur autonome, une approche qui risque d'alimenter les tensions avec Kiev et ses alliés. Économiquement, son diagnostic des dommages causés par la guerre et les sanctions est partagé par certains analystes, mais sa solution, un retour à une zone tampon, ignore les aspirations ukrainiennes à l'intégration occidentale, rendant son approche difficilement réalisable sans concession majeure. Sur le plan européen, son discours anti-UE renforce son image de champion des souverainetés nationales, mais accentue son isolement au sein de l'Union, où la Hongrie est déjà sous pression pour des questions d'état de droit. Ses attaques contre Soros, bien qu'efficaces pour galvaniser sa base, flirtent avec des rhétoriques conspirationnistes, ce qui peut nuire à sa crédibilité auprès d'un public modéré. Idéologiquement, en présentant la Hongrie comme un modèle conservateur, Orban inspire d'autres mouvements nationalistes en Europe et aux États-Unis. Mais il risque de creuser le fossé entre progressistes et conservateurs, compliquant le dialogue transatlantique. Critiquement, Orban simplifie des enjeux complexes. Sa vision binaire du conflit ukrainien, escalade occidentale versus paix négociée, occulte les violations russes du droit international qu'il mentionne mais minimise. Sa focalisation sur Soros comme orchestrateur des migrations exagère l'influence d'un individu au détriment d'une analyse des dynamiques migratoires plus larges. Enfin, son rejet de l'UE comme empire ignore les bénéfices de l'intégration européenne pour la Hongrie, notamment en termes de fonds structurels. En conclusion, cette interview illustre la capacité d'Orban à naviguer entre provocation et pragmatisme, consolidant son rôle de figure clivante mais influente. Son appel à la paix en Ukraine, bien que motivé par des préoccupations économiques légitimes, reflète une réelle politique qui privilégie la stabilité régionale au détriment des ambitions ukrainiennes. Son discours, ancré dans le conservatisme et le souverainisme, trouve un écho auprès des publics sceptiques envers la globalisation, mais risque d'accentuer les fractures en Europe. Cette intervention invite à réfléchir sur les tensions entre souveraineté et coopération, entre paix immédiate et justice à long terme, dans un monde géopolitique en pleine mutation.